Alors bonsoir d'abord. Donc on va vous présenter ce soir Jeanne, la traductrice, et moi Catherine, son amie, et qui avait suivi de près la première traduction qu'elle avait faite en 96. Donc on va vous présenter ce livre Terre de sang de Didot. On est en concurrence ce soir avec François Hollande qui est à l'Institut français. Donc on vous remercie beaucoup d'être venu parce qu'on sait que pour un public... Non, il est parti. Bon, d'accord. Ok. Ah bah il a reculé devant nous. Bon, d'accord. Bon, bref, on va y aller. Donc... Ah d'accord, j'en serais absolument ravie. Il va vous tenir le crachoir jusqu'à 3h du matin. Bien. Moi, je me bats pour que les Grecs et les Turcs... Je parle trop fort. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler dans... Ah, pardon. Moi, je me bats pour que les Grecs et les Turcs cessent de lutter les uns contre les autres. Cette profession de foi, tirée d'une interview au Monde, et en particulier à Didier Kouns, dont pas mal de personnes ici connaissent, c'est celle de Dilo Soteriou, l'auteur donc des Terres de sang, dont nous vous présentons ce soir une nouvelle édition en français. Il ne faut pas que je bouge. C'est cette volonté de concilier, ou de réconcilier plutôt, qui sous-tend tout le livre, et d'une manière un peu paradoxale, parce qu'en fait, le livre, c'est justement le récit de la rupture, de ce que les Grecs appellent la grande catastrophe, la mégalikatastrophe, qui a mis fin dans une débauche de violence. Ça avait quand même aussi des airs de guerre civile, avec toutes les horreurs que ça peut entraîner, à plusieurs millénaires d'établissements grecs en Asie mineure et à plusieurs centaines d'années de cohabitation. Alors, sauf que l'auteur, une grande figure de la gauche grecque, nourrie d'internationalisme, de pacifisme, etc., nous présente les Grecs et les Turcs comme ballottés par l'histoire, jouaient des grandes puissances et ne fige aucun des camps parmi les bourreaux ou parmi les victimes. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans la présentation de cette œuvre, c'est que je me suis souvenu que quand Jeanne avait fait la première traduction, on était en 96 à peu près, et donc c'était une époque, si vous vous en souvenez, où les Grecs et les Turcs étaient à couteau tiré. Ils s'étaient même offert une espèce de petite guéguerre en mer Égée autour de l'îlot d'Imia, Kardak pour les Turcs. Et c'est comme si, à l'époque, le succès immense de ce livre, quand il était sorti en 1962, c'est un best-seller, c'est un livre très très important pour l'histoire grecque, comme si le message de coexistence et de passé partagé n'était plus audible, comme si toute cette mémoire-là avait été effacée. Alors, effectivement, il y avait eu entre-temps quand même pas mal d'évolutions politiques, et notamment le conflit chypriote, qui avait extrêmement tendu les relations bilatérales. Mais il y avait cette espèce, enfin moi, ce que j'ai vécu quand je suis arrivée en Grèce, c'était une espèce d'animosité envers les Turcs en tant que Turcs, une turcophobie. Voilà. Et puis, alors que ressortait ce livre en français, il y a eu donc cette espèce de montée de la tension jusqu'à 96, où je crois que chacun des deux pays a quand même eu un petit peu peur de jouer avec le feu. Il y a eu un changement de direction dans les deux pays. Il y a eu 2 séismes meurtriers qui ont redonné, un sens de partage et de communauté de ces deux côtés de la mer Égée. Et c'est à ce moment-là, le message de ce livre, c'est comme s'il est redevenu audible, comme s'il est redevenu pertinent. Et il y a eu, à partir de ce moment-là, toute une réappropriation de l'histoire commune, je pense des deux côtés de la mer Égée. Je sais pas, je connais pas le côté turc suffisamment, mais en tout cas côté grec, il y a eu des films qui n'arrivent pas à la cheville de ce livre, mais enfin il y a eu Politiki Cousina, enfin il y a eu toute une réappropriation de ce passé commun. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si actuellement, les relations se retendent avec Erdogan, etc., il n'y a plus cette animosité de peuple à peuple, de personne à personne. Il y a ce sentiment d'un destin, d'une histoire et d'une géographie partagée. Voilà. Donc, ça montre à quel point ce livre a quand même été un livre jalon dans l'histoire grecque et dans la mémoire grecque. C'est un livre monument. Alors, comme j'étais très proche de Jeanne au moment où elle le traduisait, je sais que ça l'a beaucoup intimidée. Et voilà, c'est à elle de nous dire pourquoi, comment elle a dépassé ça. Oui, c'est vrai que j'étais terriblement intimidée. Dès que tu bouges, voilà, mais il faut le garder devant. Okay. C'est vrai que j'étais terriblement intimidée. Et quand Marcel Durand m'a proposé de le traduire pour la collection Confluence qu'il dirigeait à l'époque,
C'est bien parce qu'à cause de l'aura dont... Comment ? Un tout petit peu plus près. C'est à cause de l'aura dont était entouré ce best-seller, qu'à l'époque, on était déjà à sa 70e réédition. Jeanne aussi, elle est très intimidée, même maintenant. Hein, donc et elle n'est pas la seule, d'ailleurs. D'accord. Tu veux que je te le tienne? Parce qu'en fait, c'est compliqué de... Tu veux que je te le tienne? C'est peut-être plus simple. Carrément. Bon, alors je disais que c'était à cause de l'aura dont était entouré ce best-seller, qui en était déjà à sa 70e réédition, et qui avait été baptisé le Guerre et Paix grec, que j'étais effectivement passablement intimidée. Bon, là-dessus, j'ai découvert qu'il avait déjà été traduit en français, très peu de temps après sa parution, je crois que c'était 3 ans après, et qu'il avait été publié dans la prestigieuse maison d'Aragon, aux éditeurs français réunis, ce qui pour Dido Soteriou était une belle consécration, qu'elle méritait bien en tant que grande figure de la gauche grecque. Raison de plus pour hésiter encore plus à le retraduire. Mais ce qui m'a tout de suite intriguée, c'était le titre de cette première édition. Il s'appelait « Un jardin d'Anatolie ». Un titre qui rend parfaitement compte du premier chapitre du roman, où on vit dans un Éden, et qui cadre aussi très bien avec la façon dont Dido elle-même évoque son enfance, puisqu'elle en parle comme d'un jardin rempli de bougainvilliers et de glycines. Mais en revanche, il suggère à peine l'idée d'un paradis perdu, en tout cas moins explicitement que le titre qu'avait choisi le traducteur anglais, qu'il avait appelé « Farewell Anatolia », et qui surtout édulcore considérablement le titre grec, puisque c'est Matomenachomata, qu'on peut traduire littéralement par « terre abreuvée de sang, terres ensanglantées », et qui suggère ni plus ni moins un carnage. Parce que dans le livre, on bascule très très rapidement du paradis dans l'enfer. Et Dido elle-même le dit, en parlant de sa propre enfance, elle dit « On a très vite cessé de jouer à cache-cache dans l'Éden pour jouer à cache-cache avec la mort ». Alors, puisqu'on parle du titre, je voudrais expliquer pourquoi on a retenu celui de terre de sang. Moi, je n'aimais pas tellement le côté un peu boursouflé de l'adjectif ensanglanté en français. Je trouvais qu'il avait une petite connotation un peu marseillaise, un peu Rouget de Lille, qui ne me plaisait pas beaucoup. Et aussi qu'il avait tendance à tirer un peu trop la couverture à lui et qu'il éclipsait le mot terre. Or, le héros du livre, c'est un paysan qui est tellement attaché à sa terre que quand il doit la quitter le jour où il est mobilisé, il a le cœur gros, comme un autre aurait le cœur gros de quitter sa belle. Il parle de ses olives comme des petites moricautes bien rebondies, de la peau de soie de ses figues. Bref, il y est charnellement attaché. Et j'ai trouvé que Terre de sang était plus dans le registre du titre grec. Bon, il s'est trouvé que j'ai eu ce jardin d'Anatolie entre les mains. Et là, deuxième surprise, sur la couverture, c'était écrit « traduction et adaptation ». Un mot qui aujourd'hui, je crois, ferait hurler les théoriciens de la traduction, mais qui à l'époque n'avait pas l'air de choquer grand monde. Je m'étais interdit de l'ouvrir pour garder un regard vierge sur le texte. Mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher de le faire et j'ai feuilleté les 3 premiers chapitres. Et là, j'étais très étonnée de voir que 10 pages se résumaient à une seule ligne très sèche. À Smyrne, je fis divers métiers. Or, c'était 10 pages très foisonnantes de personnages qu'on n'oublie jamais. Un négociant filou qui gruge les Turcs, un contrebandier au grand cœur, un chanteur qu'on appelle le rossignol d'Anatolie, qui fait fondre le cœur du pacha réputé le plus cruel. Enfin, un foisonnement de personnages qui étaient campés magistralement en une page, parfois en quelques lignes. Ça m'a fait un peu mal au cœur de les voir passer à la trappe aussi rapidement. Et je crois que finalement, c'est ce coup de ciseau qui m'a décidé à me lancer dans l'aventure de la traduction. Oui, alors, parce que, en fait, donc, dans ce livre, pour retracer
C'est une histoire très très compliquée qui va de 1912 à 1922. Donc il y a une succession de guerres balkaniques, mondiales, la création, enfin la chute du grand malade ottoman. Bon, il y a donc toute une succession, une histoire qui est quand même d'ailleurs assez peu connue finalement dans la partie occidentale de l'Europe. Donc pour retracer tout ça avec ce jeu complexe des alliances, Dido Soteriou, qui est pourtant, enfin, qui a quand même pourtant effectivement une culture de gauche théorique, etc., choisit de se placer à l'échelle d'un tout petit village, un tout petit village de la région d'Éphèse, et où bon, la grande histoire, c'est quand même quelque chose qui dépasse vraiment les gens. Enfin, un petit peu, même la grande histoire d'Éphèse, elle n'est rattrapée que quand il y a des touristes américains ou anglais qui viennent pour payer. Donc voilà. Et donc les seuls échos de cette grande histoire, c'est le crieur qui vient en gros annoncer des nouvelles qui sont souvent mauvaises. En l'occurrence, elles sont très mauvaises. Et alors, c'est toujours à travers la vie de Manolis Axiotis, qui comprend pas grand-chose, qui est bon voilà, et qui, du jour au lendemain, voilà, la Turquie s'allie avec l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Alors, il est chassé de son paradis, il est mobilisé, et il est mobilisé en tant que citoyen turc. Sauf qu'il est mobilisé en tant que citoyen turc, enfin citoyen turco-ottoman à l'époque, mais il est grec. Donc, en tant que grec, en fait, c'est une cinquième colonne. Et donc, il est envoyé dans ce qu'on appelait, enfin ce que les Turcs appelaient à l'époque les bataillons de travail, qui sont en fait des camps de concentration, hein, où on confine et on espère que faire disparaître une bonne partie des indésirables. Alors, il va s'évader, il s'évade, il est repris, il déserte, et puis l'armistice arrive. Alors, l'armistice... qu'on a largement fêté, enfin côté français actuellement, sauf que pour eux c'est pas fini, hein, parce que bon, il se remet à travailler sa terre, etc. Mais entre-temps, la guerre recommence, parce que voilà, les Grecs ont eu la grande idée de un petit peu encouragés effectivement par quelques autres pays européens, ont la grande idée de reconquérir Constantinople. Et donc cette fois, il est mobilisé en tant que soldat grec. Sur les mêmes terres, avec les mêmes voisins, etc. Et il va vivre 3 années de campagne particulièrement sanglante, la déroute, puisque bon, l'armée grecque n'était absolument pas prête à mener cette campagne et que ça a été vraiment une déroute intégrale. Et puis finalement, l'incendie de Smyrne et puis cette rupture brutale de cette coexistence. Alors, ce qui était étonnant, c'est que Dido Soteriou, qui a grandi en Asie mineure, elle a sa propre mémoire de grande bourgeoise confortable. Et en fait, elle donne la parole à un paysan. Donc, pourquoi elle délègue? Comment elle délègue? En fait, Dido avait, je ne sais pas si je parle dans le micro ou pas, Dido avait à cœur de s'acquitter d'un devoir de mémoire. Elle a une très belle façon de dire ça. Elle prend un proverbe anatolien qui dit « N'attends pas de larmes de l'œil d'un mort ». Et elle s'y était déjà employée avant Terre de sang. 3 ans plus tôt, elle avait écrit un roman qui s'appelait « Les morts attendent », qui est largement autobiographique, et dans lequel une jeune fille, qui est plus ou moins son double, raconte l'enfance paradisiaque à Édine, puis l'incendie de la ville, et puis le sauve-qui-peut tragique. Mais malgré tout, elle voyait disparaître les derniers témoins un par un. Et elle écrit dans sa préface de Terre de sang, je vais vous le lire, qu'elle voulait se pencher sur les mémoires des vivants, approcher son oreille de leur cœur, là où ils gardent leurs souvenirs, comme on garde dans l'iconostase les rameaux bénis et les couronnes de mariage. Et là-dessus, c'est comme un cadeau qui lui arrive du ciel, parce qu'un beau matin, elle voit débarquer chez elle un certain Manolis Axiotis, qui, après avoir été 40 ans docker au Pirée, a pris sa retraite et qui a pris la peine de consigner dans un cahier, avec le peu d'instructions qu'il a, avec ses pauvres mots, tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu dans sa chair en Anatolie entre 1912 et 1922. Et c'est derrière ce personnage réel, qu'elle va donc s'abriter, ou faire mine de s'abriter, pour raconter toute la tragédie. Je pense que ce serait bien de faire un petit peu entendre la voix de Manolis. Je vais commencer par le commencement. Je vais vous lire un petit passage du début.
J'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans sans savoir ce que c'était d'avoir des souliers aux pieds ou un vêtement neuf. Mon père n'avait qu'une idée en tête, acheter des champs en quantité, planter des oliviers, des figuiers. Ma mère mit au monde 14 enfants. 7 seulement vécurent, et sur ces 7, les guerres lui en emportèrent 4. Je n'ai pas le souvenir que mon père m'ait donné une seule fois un sou pour acheter un bonbon ou un gâteau, comme les autres gosses. Un jour que nous devions communier, mes 2 plus petits frères et moi, nous étions allés lui demander l'absolution, avec le secret espoir qu'il sortirait une pièce de sa poche. Mais quand il comprit où nous voulions en venir, il se fâcha tout rouge et voulut nous flanquer une raclée. Là-dessus, nous courûmes trouver nos parents pour leur embrasser les mains, des fois qu'il y aurait quelque chose à récolter de ce côté-là. Ils nous donnèrent une piastre à chacun et nous fîmes des bonds de joie. Le plus petit, Stamatis, fila droit à l'épicerie de Kirthodoros qui vendait des sucres candis multicolores. Il fallait voir, gros comme ça, des vrais blocs de pierre, et il apaisa sa fringale. Georgi et moi, nous avions une toute autre lubie. Nous mourions d'envie de tenir un jouet dans nos mains. Georgi acheta la première trompette qui lui tomba sous les yeux. Moi, je réussis à dominer mon impatience et je cherchais ce qu'il y avait de mieux. Pour finir, j'avisai une petite souris grise en fer blanc montée sur ressort. Je m'en saisis et l'échangeai sans hésiter contre toute ma fortune. Nous rentrâmes chez nous pressés de produire notre effet. Fier comme un coq, mon frère défilait en imitant le clairon. Pour un empire, vous ne lui auriez pas fait enlever cette trompette de la bouche. Moi, je m'allongeais de tout mon long sur le plancher, je posais précautionneusement la souris et je tirais le cordon qui pendait sous son ventre. Quand je la vis trotter de ci de là, je me mis à hurler. « Elle bouge, elle est vivante !» Mes frères s'étaient précipités et trépignaient. Chacun voulait tirer le premier sur l'élastique, pouvoir tourner et virer la souris. Pas une seule fois dans toute mon enfance, je n'ai connu de plus grande émotion que ce jour-là. Nous nous en donnions à cœur joie, quand soudain j'aperçus du coin de l'œil la mine de mon père qui se renfrognait. « Qu'est-ce qu'il a encore ?» me demandai-je. Mais avant d'avoir eu le temps de me faire une opinion, j'entendis son rappel à l'ordre enragé. « Eh, vous autres, apportez voir un peu ces cochonneries !» Il n'était pas au bout de sa phrase que j'avais attrapé la souris, l'avais fourrée sous ma blouse pour la protéger et que je dégringolais 4 à 4 les marches de la terrasse. Mon frère Georgi ne m'avait pas suivi. De 2 choses l'une, ou il n'avait pas flairé le danger, ou il n'avait pas osé se reviffer. Il s'approcha du père, lui tendit son jouet et resta planté devant lui en ouvrant des yeux ronds de frayeur. Le père empoigna la trompette, la tordit dans sa grosse patte calleuse et vlan, il la jeta dans la cheminée. « Petit sacripant, ça vous apprendra à dépenser votre argent à des bêtises pareilles, comme si vous ne pouviez pas acheter un cahier ou un crayon. » C'était la première fois que je me trouvais face à l'aveuglement du pouvoir et j'en fus tout retourné. J'étais loin de me douter à l'époque que toute ma vie, j'aurais à me bagarrer contre lui. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant de commencer par le commencement parce que dès le début, on a le ton, on a le rythme de ce récit très, très plat, sans effet, et qui va nous mener d'une vie de petits paysans jusqu'à une tragédie nationale. Donc, comment Jeanne, t'es arrivée à entendre, à restituer cette voix? Comment tu l'as travaillée? J'ai très vite compris que tout l'enjeu de la traduction, en fait, c'était de réussir à la restituer, cette voix, pour le lecteur français. Cette voix, comme dit Catherine, très plate, qui vous prend comme par surprise, qui vous happe et qui ne vous lâche plus jusqu'à la fin. Et qui raconte toute son histoire, qui la dévide comme ça, avec une espèce de candeur tout à fait poignante, et avec la gaucherie d'un paysan qui est toujours très mal à l'aise quand il s'agit de dévoiler ses sentiments. Et curieusement, sans que je l'ai cherché, me sont revenues à l'esprit des tournures que je croyais avoir oubliées, des phrases comme « voilà le hic »,« on connaît la musique, ça va faire du vilain ». Je me suis aperçue que c'était la voix de mon propre grand-père qui me revenait, et avec elle, un parler de petites gens, un peu maladroit, très daté. Et c'est cette langue qui s'est quasiment imposée à moi. Bon, en fait, quand on traduit, on a toujours aussi besoin de se passer un peu de musique, je dirais. Et je suis retournée à des auteurs qui me semblaient être en résonance avec cette voix-là. Donc j'ai relu Henri Bosco, j'ai relu Le Feu de Barbus, j'ai relu La débâcle de Zola. Je me suis rendu compte, évidemment, tout de suite que l'écueil le plus terrible, ça aurait été de faire parler Manolis
en lui donnant les accents d'un terroir qui serait reconnaissable par un Français, un terroir particulier, qui serait bizarre dans la bouche d'un paysan anatolien. Mais à part ça, je dois dire qu'à l'époque, j'y suis allée complètement au feeling, que je ne me posais pas trop de problèmes de théorie de la traduction. Et que maintenant, avec le recul, je me suis parfois demandé si je n'avais pas un petit peu exagéré, si je n'avais pas, comme disent certains théoriciens, trop entraîné le texte vers la rive du lecteur. C'est-à-dire, si de temps en temps, je n'ai pas eu tendance à faire parler Manolis comme un troufion français qui vit l'horreur des tranchées. J'avoue, je ne sais pas, je me pose la question. C'était d'autant plus difficile que la langue de Manolis, enfin la langue de Didot, est truffée de patois, de mots vénitiens, de mots français, qu'il était impossible de restituer. Et puis surtout qu'à chaque page, elle roule des mots de turc. Parce que dans le village de Manolis, qui est un village grec, on parle turc, et que cette imbrication des deux langues est révélatrice évidemment des liens entre les deux communautés. Ces mots turcs, qui sont d'ailleurs assez exotiques même pour un lecteur grec, au point qu'à partir d'une certaine année, je crois que c'est en 70, la maison Kédros a pris la peine de faire figurer en fin de volume un lexique turco-grec. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que si je recommençais la traduction aujourd'hui, ce serait ma principale question, de me demander, de m'interroger sur la pertinence du langage que j'ai reconstruit. Bon, quand j'ai reçu le texte à relire pour l'avaliser pour la nouvelle édition, je n'ai matériellement eu pas le temps, ni peut-être le courage de remettre tout à plat et de recommencer intégralement la traduction. Donc je me suis bornée à faire quelques petites retouches. J'ai constaté avec un certain sourire que parfois j'en avais fait un peu trop, que j'avais surtraduit, ce qui est souvent le défaut des traducteurs débutants qui veulent jouer les bons élèves. Mais en continuant quand même à avoir des doutes sur la pertinence du registre que j'avais choisi. Et là, je me suis rappelé ce que disait la dame aux 5 éléphants. Les 5 éléphants étant 5 pavés de Dostoïevski, que cette petite dame, très âgée, au moment où le documentaire qui porte ce nom est tourné, avait traduit du russe en allemand. J'aimais beaucoup tout ce qu'elle disait sur la traduction. Et ce que j'ai retenu, elle dit, le plus important, l'essentiel, c'est d'amener le texte près de son cœur. On le lit, on le relit, jusqu'à ce que la page soit trouée, et un matin, on entend sa musique. Et près du mien de cœur, il y avait quelques bergères et quelques paysannes complètement illettrées, dont a priori tout me séparait, mais qui m'ont donné leur affection, qui dans mon parcours grec ont été, je crois, les plus belles rencontres. Et si je n'ai pas fait trop de fausses notes, c'est en partie à elles que je le dois. On pourrait les citer, Kyria Eleni. Oui, Kyria Argyro. Bon, alors Jeanne, tu as eu le privilège ou la malchance, parce que c'est voilà, de traduire, enfin de pouvoir rencontrer l'auteur du texte que tu as traduit. Bon, ce qui peut être, enfin, tu n'as pas travaillé avec elle. Je crois que tu l'as rencontrée, mais voilà. Donc, alors, bon, elle aussi, c'est un monument. Enfin, bon, les Grecs parmi vous savent que Dido Soteriou, c'est vraiment une figure. Bon, c'était une féministe avant l'heure. Et puis toujours à l'heure, parce qu'il n'y en a toujours pas beaucoup, pas assez en Grèce. Bref, c'était une figure de gauche. Bon, donc ça a été l'auteur de ce livre absolument marquant et fondamental dans l'histoire grecque. Alors, comment elle était ? Tu veux bien nous raconter un peu cette rencontre ? Elle était très vieille. Bah déjà, puisque tu as parlé de féminisme, je voudrais raconter une petite anecdote que raconte Alkizei, une autre écrivain, dans un documentaire qui a été tourné l'année dernière. Elle raconte que quand Dido s'est mariée, elle était devenue sa tante par alliance. Quand Dido s'est mariée, elle avait tenu absolument à ce que son prénom figure sur la sonnette de la porte de l'appartement, à ce qu'il soit écrit Platon et Dido Soteriou. Ce qui, à l'époque,
vraiment faisait presque scandale et qui l'avait marquée, elle qui est tout à fait gamine. Bon, d'ailleurs, elle raconte que Didot déménageait, que quand elle est arrivée dans la maison du grand-père, c'était une vraie tornade. Alors, inutile de dire que la dame qu'on a rencontrée, Marcel et moi, quand on est allé la voir chez elle en 1996, c'était pas mal assagie, c'était une très vieille dame. Elle n'avait pas sur la tête son fameux béret qu'on lui voit sur toutes les photos, comme elle est presque une icône avec ce béret vissé de côté sur la tête de façon un peu coquine. Oui, exactement. Mais elle avait gardé dans les yeux quelque chose de malicieux et d'espiègle. Alors je dois dire que l'annonce de la traduction en français l'a laissée plutôt froide. Elle a eu l'air contente, mais c'était une satisfaction, je crois, assez polie. Elle ne s'est pas attardée sur le sujet, elle n'a pas posé beaucoup de questions. Ce qui lui tenait vraiment à cœur et dont elle avait envie de nous parler, c'était de la traduction en turc et de l'accueil qu'avait reçu son livre là-bas. Là, elle s'est vraiment animée et elle nous a raconté que pendant plusieurs années, elle n'avait eu aucune nouvelle de la maison d'édition, ni de l'accueil qui était réservé à son livre. Elle s'était fait pas mal de soucis en se demandant si le traducteur turc n'avait pas trahi son message. Et puis un jour, elle avait reçu une lettre d'un inconnu qui lui racontait que dans la région d'Éphèse, il y avait un instituteur qui avait rassemblé des paysans illettrés pour leur lire des passages de Terre de sang, et que ces gens l'écoutaient bouche bée, et que certains pleuraient. Et je crois que là, pour elle, elle était encore toute émue en racontant ça. Ça avait été la plus belle consécration. En fait, les larmes de ces gens, la presse turque les a mises en mots, parce que ça, elle ne nous l'a pas dit, mais on a écrit que, au lieu de ranimer la haine, et sans aucun accent vengeur, le livre a réussi à exprimer la souffrance aussi bien des Turcs que des Grecs. Bon, il est vrai que le temps avait joué. Il faut quand même rappeler que ce livre, elle l'a écrit 40 ans après la catastrophe. Donc les choses s'étaient décantées des deux côtés. Et elle a une façon très jolie d'exprimer ça. Un jour où elle parle à un public d'étudiants turcs, elle dit, je vais regarder, que quand elle était partie de Smyrne en 1922, elle n'avait pas noué dans son mouchoir ses souvenirs, mais que les choses les plus belles comme les plus atroces étaient restées dans son inconscient, où elles ont été travaillées, comme on dit que les galets sont travaillés par la mer. Alors là, on voulait vous faire entendre cette bascule dans son texte entre le paradis et l'enfer. Je laisserai l'enfer à Jeanne, je commence par le paradis. Il faut juste que je trouve la page. Voilà. Ouais, 21. Voilà, donc on est totalement dedans. Si le paradis existe, Kirkidze, notre village, en était un petit coin. Nous vivions auprès de Dieu, tout là-haut dans les montagnes, couvertes de forêts touffues. Devant nous s'étendait à perte de vue la plaine fertile d'Éphèse, qui était à nous tout entière jusqu'à la mer, à des heures et des heures de marche, remplie de figuiers, d'oliviers, de champs de tabac, de coton, de blé, de maïs et de sésame. À Kirkidze, nous n'avions pas de grands propriétaires terriens pour nous sucer la moelle, et en ce temps-là, ce n'était pas si commode de nous plumer à coups d'hypothèque. Chaque paysan était maître sur sa terre, il avait sa maison à un étage, plus une petite cahute à la campagne avec des potagers, des noyers, des amandiers, des pommiers, des poirées, des cerisiers. Au monde, il n'aurait manqué de cultiver aussi des fleurs, juste pour la beauté de la chose. Vous me direz que ça ne lui coûtait pas grand-peine, avec toutes ces sources vives à portée de main et ces ruisseaux bondissants qui gazouillaient hiver comme été. Quand le blé et l'orge mûrissaient, nos champs ressemblaient à des mers dorées. Mais notre fierté, c'était nos oliviers, des arbres magnifiques comme vous n'en avez jamais rencontré de votre vie et qui donnaient, il fallait voir, des olives luisantes en bouquets drus et serrés, de vraies petites moricaud rebondies. Dans la région, le plus gros des rentrées était assuré par l'huile. N'empêche que ce qui remplissait l'escarcelle du paysan, c'était les figues, renommées dans le vilayet d'Anaïn, bien sûr, mais dans tout l'Orient aussi, et jusqu'en Europe et en Amérique. Des figues à la peau fine, douces comme de la soie, gorgées d'un miel d'or qui vous mettait à la bouche toute la chaleur et la douceur de l'Anatolie. Voilà, donc là maintenant, on va quitter ça et on va passer à l'horreur.
La première égratignure de la guerre nous fit très mal. Les coups de poignard viendraient plus tard. Mais le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il cesse de battre au moindre bobo et qu'il s'accommode des plus grandes douleurs. Tous les gars qui arrivaient des Amélie Tabourou, ceux qui s'étaient échappés comme ceux qui venaient en permission, racontaient des histoires à vous faire froid dans le dos. Les villages et les bourgades se remplirent d'insoumis et de déserteurs. Déserter, c'était la solution du désespoir. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer que vivaient tous ces hommes traqués. Ils se fabriquaient des cachettes sous terre, dans des puits, dans des égouts et dans les plafonds. On les avait baptisés les Tavan Tabourou, ou si vous préférez, les bataillons du plafond. Il y en a qui sont restés comme ça des années entières, enfermés ou murés carrément dans les maisons. Sitôt la nuit tombée, une armée de femmes livrait bataille dans le village. C'étaient les mères qui avaient leurs gars ou leurs maris cachés. Pendant 4 ans, ces femmes ne firent jamais une vraie nuit, ne prirent pas un repas en paix. Beaucoup veillaient jusqu'au matin, assises sur une chaise, l'oreille tendue, le cœur aux abois, sursautant au moindre bruit. Les voilà, les voilà. C'est comme ça que la femme de Cosmas Karapoglou, le crieur, perdit la boule. Elle cachait 3 gaillards aussi hauts que le plafond. Et camoufler des colosses pareils dans une maison grande comme un mouchoir de poche, c'était pas pensable. Pourtant, elle n'avait pas le choix. 2 autres de ses fils étaient partis au bataillon du travail et depuis, elle était sans nouvelles. Elle ne savait même pas seulement s'ils étaient vivants. Les soirs où la police faisait une descente dans le quartier, les 3 fils de Cosmas se faufilaient hors de la maison par une tranchée secrète et rampaient dans les égouts et les canalisations pour ne pas se faire pincer. Leur mère ouvrait la porte. Elle croisait ses bras sur sa poitrine, de peur d'être prise par la tremblote, et elle attendait les gendarmes. « Vous pouvez chercher si vous voulez, faisait-elle d'un air détaché. Dis-nous où sont cachés tes fils. Est-ce que je sais, moi? Vous vous figurez peut-être qu'ils me le disent. Tu ne perds rien pour attendre. On les coincera. Ils ne peuvent pas aller bien loin. On leur coupera le cou sous tes yeux. Tiens-toi-le pour dit. » Les gendarmes s'en retournaient en jurant. Son cœur battait à se rompre. Elle transpirait, elle grelottait. Quand elle voyait revenir ses fils, elle se laissait aller, elle pleurait sans bruit, elle s'agenouillait et elle priait. Mais voilà qu'une nuit, au lieu de fondre en larmes, elle se mit à rire. Un rire fou, sauvage, qui ne s'arrêtait plus. Ses fils la regardaient éberlués. Puis ils virent dans la glace leurs figures couvertes de boue, d'égratignures et de sang. Ils sourirent, ils se débarbouillèrent et s'installèrent à table. Mais leur mère n'avait pas l'air de vouloir se calmer. Elle riait à gorge déployée de plus en plus fort. « Ma parole, elle allait ameuter tout le quartier. » Son mari perdit patience. « Malheureuse, tu vas te taire à la fin, explosa-t-il en frappant du poing sur la table. T'es pas malade de brailler comme ça? Tu ne vois donc pas que les gendarmes vont revenir ?» Mais rien n'y fit. Elle n'entendait pas, elle ne comprenait plus. Elle n'avait plus sa tête. Ils furent obligés de l'attacher sur sa chaise pour l'empêcher d'aller au caracol dénoncer ses gars. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la politique cousina, et c'est vrai qu'on se demande, quand on lit ce livre, on se demande pourquoi il n'y a pas eu, parce qu'il y a quand même pas mal d'adaptations cinématographiques classiques en Grèce, et pourquoi ça n'a jamais été adapté. Donc, on en parlait, j'ai posé la question à Jeanne. Et... Oui, mais pour la télé, pas pour... Quand ? En tout cas, moi, en tant que spectatrice un peu avertie, cinéphile, on ne l'a jamais vu. Voilà, c'est ça. Mais à quelle époque? Ah oui, c'est ça, ça aurait été il y a longtemps. Donc, en fait, il n'a pas fait long feu, d'accord. Enfin, il a fait long feu, au contraire. D'accord, ok. Ouais. Mais enfin, alors, en tout cas, bon, tu vois, tu ne le savais pas, je ne le savais pas. Donc, moi, je me posais cette question et... Tu en avais parlé avec Didot, justement. Hein? Je l'ai lu dans une très vieille interview de Cathy Merini. Parce qu'en fait, l'occasion s'est présentée 2 fois du vivant de Didot. En 1979, donc c'était 4 ans après le débarquement turc à Chypre. Didot, un jour, ouvre son journal, le Cathy Merini, et elle apprend, comme n'importe quel lecteur, que le président... le Premier ministre turc de l'époque
avait annoncé à des journalistes qu'il allait demander à Elia Kazan de porter le film à l'écran. Là-dessus, elle donne une interview à Cathy Merini pour pouvoir aussi formuler son avis. Et elle dit qu'elle serait très contente de voir le film réalisé, mais à une seule condition, c'est que l'esprit du livre ne soit pas trahi. Et que pour cela, d'après elle, la seule garantie, c'est qu'il s'agisse d'une coproduction gréco-turque. Il n'y a pas de suite. Il n'y aura aucune suite. Et dans la même interview, elle raconte aussi qu'un an plus tôt, elle a reçu chez elle la visite d'un réalisateur turc qui était exilé dans un pays scandinave, qui vient la trouver pour lui dire qu'il est prêt à tourner le film, qu'il a même trouvé des fonds en Allemagne. Et elle oppose la même condition impérative, une coproduction turco-grecque. Là-dessus, ce réalisateur va trouver Angelopoulos, qui semblait être le mieux indiqué pour tourner cette grande fresque historique, mais lui décline la proposition en disant que le climat n'est pas propice, que, étant donné la tension des relations à cause de Chypre, le public grec ne sera pas réceptif, et il refuse, et il n'y aura jamais de suite. Alors ce que je sais, moi, c'est que après la mort de Didot, le film a été effectivement porté au petit écran par un réalisateur assez connu pour la chaîne Alpha. Mais le neveu de Didot, qui était son ayant droit et son héritier, a eu les cheveux qui sont dressés sur la tête quand il a vu le film, au point qu'il a même intenté un procès à la chaîne et au réalisateur, en les accusant d'avoir complètement dénaturé le livre, d'en avoir fait une espèce de love story. Et c'est vrai que le réalisateur n'y était pas allé de main morte. Il devait trouver que ça manquait un peu de femmes, ce livre, donc il avait carrément inventé des épisodes croustillants. Et par exemple, la promise de Manolis, Katina, qui est une pâle silhouette à peine esquissée dans le livre, devient une espèce de passionnariat qui se déguise en infirmière pour pénétrer dans le bataillon du travail, qui se fait arrêter comme espionne, enfin tout à l'avenant. Didot a dû se retourner dans sa tombe. Voilà, c'est ce que je sais en tout cas. Mais si, je vais te dire ça. Il s'appelait Kostas Koutsomitis. Ah oui, c'est à moi. Mais non, mais parce que c'est ça, parce que à la suite de cette discussion, j'ai aussi appris, parce que j'ai quand même plein de choses à raconter sur cette œuvre qui sont intéressantes, la réaction de Manolis Axiotis lui-même. Parce que Didot, elle a failli se retourner dans sa tombe. Elle aurait pu se retourner dans sa tombe si elle avait vu probablement ce navet majeur sur Alpha. Mais Manolis Axiotis, il s'est retourné de son vivant quand il a lu ce livre. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, qui m'a intéressée parce que, justement, alors que le livre a pu paraître très subversif jusqu'à une date encore récente, bon, inutile de dire que sous la junte, il était carrément interdit, Manolis Axiotis, le vrai, quand il a lu Terre de sang, s'est senti complètement floué. Et il a trouvé surtout que Didot avait trahi et récupéré son récit pour le rendre trop politiquement correct. Au point qu'il a écrit 2 livres pour essayer de rétablir la vérité. Alors, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, Manolis est détaché du camp de travail. Il est envoyé chez un propriétaire terrien turc qui manque de bras, qui a besoin d'être secondé. Et ce propriétaire a une fille de 17 ans, la belle Edavier. Alors, chez Didot, cette jeune fille qui est un peu une sauvageonne, très sensuelle, aguiche d'emblée le bon garçon, Manolis, qui est sur ses gardes, qui ne pense pas à mal, jusqu'au jour où elle l'entraîne loin de tous les regards et elle l'excite tellement qu'il lui saute dessus. Mais aussitôt, il se reprend, il s'en veut d'avoir eu ce moment d'égarement. Il va jusqu'à dire qu'il a souillé son âme en serrant le corps d'une fille qui symbolise l'ennemi de toujours. Et il est tellement mari qu'il voudrait même presque la noyer. Et Axiotis corrige en racontant qu'en réalité, les 2 jeunes gens étaient tombés amoureux l'un de l'autre
que tout le temps où Axiotis était sur le domaine, ils avaient une relation, que Edavie était tombée enceinte et que lui, plus ou moins entraîné par son copain qui travaillait avec lui chez le propriétaire, l'avait abandonné avec l'enfant à naître et qu'il en avait eu des remords toute sa vie. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire évidemment que, à part ces divergences de point de vue, ces différences de perception, la démarche de Manouis Axiotis est quelque chose évidemment de naïf, parce qu'il a repris point par point pour corriger, pour rétablir la vérité. Et il méconnaît ce que c'est que l'économie d'un récit, et il méconnaît surtout ce qui fait l'essentiel du talent de Dido Soteriou, qui est d'avoir su, de façon magistrale, faire basculer un récit candide dans une épopée, et d'avoir en fait réussi à rendre, à travers l'aventure d'un homme, la tragédie de tout un peuple. Voilà, on va peut-être donner, parce qu'avant de commencer à parler, on avait discuté avec Spiros qui, bon, hein, voilà, qui tenait à dire qu'est-ce que cette œuvre représente pour les Grecs, et puis qui finalement, raconte-nous ton histoire de Néa Smyrni, quoi, parce que voilà, t'aurais pu être un Manouis Axiotis. Bon, non, pas vraiment. Non. Je voudrais d'abord vous remercier de la part de l'Excopolio. C'était vraiment très bien, on est rentré dans l'œuvre et dans l'histoire de Dido, qui vraiment est une figure primordiale dans la littérature néo-hellénique. Il y a toute une littérature. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que après cette période-là, de la catastrophe de Smyrne, comme on l'appelle en grec, il y a eu toute une littérature, une série de livres qui ont marqué la littérature contemporaine en Grèce. Et ce livre, c'est le plus marquant. Dans notre conscience grecque, c'est la référence de toute cette période, c'est ce livre-là. Il y a encore quelques livres comme l'histoire d'un prisonnier de Stratis Doukas, par exemple, ou les livres de Mirivilis. Mais je pense que ça, c'est la grande référence. Moi, je suis issu de ces gens-là, parce que je vis à Nea Smyrni, la nouvelle Smyrne, qui a été fondée par les gens qui sont venus de Smyrne, avant ou après la catastrophe. Mon arrière-grand-père, c'était un des fondateurs de ce nouveau quartier. Donc, pour nous, c'est comment les héros de ce livre, souvent, c'est comme moi, je reconnais ma grand-mère, par exemple. Et il y a ceux qui parlaient turc, chantaient en turc, qui parlaient grec. Il parlait tout le temps de ces terres. Et le mot terre est très emblématique. Ça revient tout le temps. C'était les terres, comment dire, édéniques, d'une certaine manière. Et un autre point que je voulais ajouter, c'est que, bien sûr, il y a par moments, au niveau politique, il y a toujours des embrouilles avec les Turcs au niveau, comment dire, des dirigeants. Mais je pense qu'au niveau des peuples, il y a toujours une amitié et un lien. Et j'ai eu l'occasion, l'année dernière, de rencontrer cette grande écrivaine turque contemporaine, qui s'appelle Azli Erdogan. Et on a un peu discuté ensemble. Et elle m'a répété la même chose, que même pour elle, et moi je suis tout à fait d'accord, aux moments les plus durs entre les deux pays, il y a un contact et un lien entre les peuples. Et je veux dire que nous, on va là-bas. Moi, quand je vais là-bas, je suis allé à Smyrne, j'ai trouvé la maison de ma grand-mère. J'étais tout de suite accueilli par les gens. Et je pense que le message n'a jamais été perdu. En tout cas pour nous qui sont issus de ces endroits-là. Mais je pense que c'est surtout au niveau... Il faut pas, en Grèce, il ne faut pas trop confondre. Parce qu'on est très méfiant envers nos hommes politiques en Grèce. Donc, oui. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser par rapport au livre? Je ne sais pas. Non, après, ce que je trouve qui est magnifique dans ce livre, parce que ça c'est vraiment... J'ai été à Éphèse il y a bien longtemps, et je me souviens, je ne sais plus pour quelles circonstances, on s'était effectivement promené dans les collines, les montagnes, les villages, etc. C'était il y a très longtemps. Et c'est vrai que c'est d'une beauté, enfin c'est une terre d'une richesse, d'une beauté, c'est magnifique. Et la manière dont il rend ça, parce qu'il y revient souvent, là on a lu des petits passages, mais c'est omniprésent. Ça c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est la manière dont effectivement il a rendu
et cette espèce de nostalgie lancinante où on entend les soldats grecs qui disent ben oui, chez nous il y a que des cailloux, il n'y a pas d'eau, et puis vous avez. Alors ça aussi c'est bien dans ce livre parce que ça explique aussi à quel point ça a été, y compris dans un nationalisme revanchard, dont, excuse-moi j'insiste, moi je le perçois encore parfois, mais on comprend aussi pourquoi, parce que justement il y a eu vraiment un réel déchirement à partir d'un pays qui était aussi, voilà, aussi fécond, aussi riche, et où apparemment on vivait aussi bien. Et ça, je trouve que c'est très, très perceptible. Donc il y a cette nostalgie. Enfin, la nostalgie est présente et permet aussi de comprendre des choses. Voilà. Je voudrais ajouter un autre livre sur cette période-là, mais ce n'est pas du tout pour le même cadre, c'est plutôt culinaire, qui a fait grand succès en Grèce, c'était l'Oxandra. Parce qu'il parle, il parle des mêmes relations entre les Grecs et les Turcs, la vie quotidienne des Grecs en Constantinople, pas en Smyrne. Voilà, que c'était un grand succès en Grèce parce que c'était une série aussi télé des années 70, avec des acteurs très, très connus à l'époque. Voilà. Oui, je pense qu'il y a ce qui lie les deux livres, l'Oxandra dont vous venez de parler et ce livre-là, je pense qu'il y a la même tendresse et la même amertume. Il y a ce mélange de tendresse et d'amertume très caractéristique, que moi j'ai retrouvé en lisant aussi des passages de la traduction. Dans la traduction, on ressent, moi j'ai le même sentiment. Je retrouve toute cette atmosphère tout à fait caractéristique de cette littérature. C'est drôle, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont lu Yak, Yak, qui est bon, enfin, je trouve un livre absolument magistral, absolument magnifique. Et alors, enfin, c'est drôle, d'abord, c'est après beaucoup d'années, mais c'est l'histoire. Alors là, il n'y a pas le passé partagé, il y a juste la guerre. Il y a juste cette guerre, enfin, ça fait un peu penser à des récits de gens qui sont partis pour la guerre d'Algérie, et que je trouve un récit extrêmement aussi historiquement important, qui n'a peut-être pas eu voilà. Mais pour les gens qui sont intéressés par lire ce livre, alors Yak c'est en grec, mais je ne peux que conseiller de lire Yak, qui fait écho, un écho très sombre mais très beau. En plus, on pourrait ajouter par rapport à Yak que l'écrivain a fait sa thèse exactement sur cette période-là, donc c'est ce qui l'intéresse. Et je pense que Yak, comment dire, c'est un roman un recueil de nouvelles qui s'apparente plus à Kadaré. Moi, je trouve qu'il y a des affinités avec quelques romans de Kadaré. Il y avait eu un problème d'adaptation cinématographique. Les Balkans, voilà. Merci beaucoup. Un point d'information sur Kirkitse d'aujourd'hui. Vous connaissez certainement. Eh bien, c'est un village qui a été relevé, il revit grâce à un ami d'ailleurs qui est maintenant réfugié à Samos, qui s'appelle Sevan Nişanyan, avec d'autres intellectuels turcs d'Istanbul surtout, eh bien, où ils ont créé un village de mathématiques. Et oui, qui vient de gagner un grand prix très loin des mathématiques au Brésil, il y a un mois à peu près. Eh bien, c'est un village connu non seulement en Turquie maintenant, ça s'appelle Şirince, c'est une déformation à partir de Kirkitse. Şirince, Şirin, ça veut dire mignon, c'est un mot persan, n'est-ce pas? Et le village revit. Et Dido ne le savait pas, enfin, c'est venu dans le Tarn, n'est-ce pas? Mais ce village, en fait, a été un peu en son honneur. C'est un village magnifique. Et les maisons ont été retapées. Ils ont évité le béton qui est maintenant la définition de la Turquie moderne, n'est-ce pas? Voilà. Et franchement, je ne sais pas s'il parle assez de Dido dans le village, mais en tout cas, le village
revit son époque comme vous l'avez décrit. C'est un village magnifique, un peu dans les hauteurs de la plaine. Ça vaut la peine d'y aller. En tout cas, ce village de mathématiques maintenant est une institution qui dépasse la frontière de la Turquie. Voilà, merci. C'est un village qui, enfin, les étudiants payent. Ça se passe surtout c'est en été. C'est une école. Ah oui, 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 oui. C'est une école. Les meilleurs mathématiciens du monde, parce qu'ils ont un réseau international, ils viennent donner des cours en été. Oui, oui, oui. Et il y a plusieurs élèves, enfin, il y a des milliers d'élèves qui sont passés par là. Il y a du mécénat, bien sûr. Et non, c'est vraiment une réussite. Enfin, comme je disais, un des fondateurs a dû partir, comme les Grecs à l'époque, en 23, et plus tard en 64. Donc maintenant, c'est au tour des Turcs de partir de la Turquie, vous savez. Voilà. Et de s'installer à Nesmirny et au Faler. Et de s'installer où ils retrouvent les Grecs qui sont partis à cette époque et puis qui sont partis après le pogrom d'Istanbul. Donc c'est vrai que il y a vraiment une venue actuellement de... Oui, de manière assez importante. Ouais. Voilà, Cengiz Akhtar, ami turc de la librairie, parfaitement francophone, comme vous avez pu le constater, intellectuel, et dont un livre sur le patriarcat œcuménique vient d'être traduit en grec et que nous espérons pouvoir présenter prochainement ici au Lexicopole. Merci. Je veux juste, dans ce contexte, faire un peu, le rendre un peu plus large. Je crois que c'est une problématique de frères ennemis. Je me rappelle, on a été en Algérie, on a travaillé dans le Sahara algérien, et une des personnes qu'on a rencontrées dans notre nouvelle affectation, c'était un expert de Izmir, un Turc, un collègue turc, et que dès qu'il a entendu que ma femme était grecque, il est venu tout de suite lui dire, le premier mot qu'il a dit, pays frère. Pays frère. Un autre exemple, dans ce même Sahara, où vous savez, la plupart des gens ici sont francophones, cette guerre d'Algérie qui a amené beaucoup de souffrances, etc. Tous nos amis français et tout ce qu'on a vécu dans le Sahara, on n'a jamais senti un quelconque ressentiment. On a toujours ressenti une espèce de proximité très grande entre ces peuples. J'ai personnellement travaillé pendant une quinzaine d'années en Méditerranée, au niveau de l'environnement. Et dans nos réunions, je voyais nos amis palestiniens, les gens avec qui ils parlaient le plus étaient les Israéliens. Donc il y a cette problématique de frères ennemis qui dépasse un peu les conflits. Et je crois que tous les Grecs qui ont eu l'occasion d'aller en Turquie ont certainement senti cette proximité-là. On n'a jamais senti aucun ressentiment ni acrimonie. Au contraire, dès qu'on disait qu'on venait de Grèce, il y avait une chaleur particulière. Donc c'est très paradoxal. Peut-être, oui, bien sûr. Quand il y a des conflits et des tensions, c'est toujours clair. Voilà. Mais d'une manière générale, ça dépasse les politiques, ça dépasse même les guerres. Finalement, c'est des guerres de frères ennemis. Si vous me permettez, je vais vous donner deux anecdotes que j'ai vécues
intensément ici en Grèce, où je viens depuis de très longues années. La première fois, j'ai eu l'expérience d'une manifestation de haine. C'est en 64, pendant l'été 64. Dans Athènes, une manifestation anti-turque. Je n'avais jamais vu de gens aussi haineux, aussi détestables. Ça avait été absolument monstrueux. J'avais, avec quelques amis, on avait cherché à savoir ce qui se passait et ils nous avaient vraiment rejetés avec une violence incroyable. En contrepoint de ça, j'ai fait la connaissance, grâce à Alexis qui est là, mon filleul, d'un descendant d'une famille du plateau d'Anatolie et qui m'a raconté cette histoire extraordinaire. Son grand-père ou son père, je ne sais plus, avait été obligé naturellement de quitter la terre. Il l'avait confié à son voisin turc. Et en 1945 ou 1946, pour la première fois, il y a un bâtiment de l'armée turque qui a pu arriver au Pirée. Et il y avait un jeune officier qui était en fait un enfant de ce paysan turc qui amenait et qui cherchait à tout prix à retrouver la famille grecque qui était ici à Athènes pour lui apporter une pastèque du terrain, du jardin de cette personne. Non, je voulais simplement rappeler ça, que c'était tellement extraordinaire. Donc, je voyais qu'il y avait deux images, et j'ai toujours eu le sentiment que dans les Lades, il y avait ce nationalisme monstrueux, et que par ailleurs, toutes ces populations de réfugiés grecs qui sont venus ici n'ont pas forcément toujours été accueillis comme ils auraient dû l'être. Et que là, c'était quand même c'est une blessure profonde dans la... Et moi qui suis français, j'ai toujours eu une grande amitié avec des gens que je découvrais après, que c'était des gens qui venaient de Smyrne, qui venaient d'Istanbul, qui venaient d'Égypte. Voilà. Je veux donner ce petit témoignage à vous qui êtes français ou grecs francophones, voilà. Vous avez eu raison d'insister sur le nationalisme qui éventuellement est de règle chez les deux pays. Il faut éventuellement expliquer la réaction de 64 parce que voilà, donc ouais, il y a eu une expulsion de la communauté grecque et donc voilà. Ce n'est pas par hasard que vous avez assisté à ces manifestations. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors après, ce que je trouve aussi intéressant par rapport à ce livre, c'est comment... Bon, c'est devenu un peu une vulgate de le dire, mais c'est vrai. Non, là, je change totalement de... J'arrive à maintenant, j'arrive à 2015-2016. Donc on a ces centaines de milliers de Syriens surtout qui arrivent sur les îles grecques. Et comment cette mémoire de cette déchirure, cette mémoire de l'exil, cette mémoire de gens fuyant, fuyant sur des barques qui se renversaient, on se noyait dans les mêmes endroits où les gens se noient encore. On se noie encore en Égée, entre les côtes turques et Samos et Lesbos. Bref. Et comment ça, c'est vrai que ça a nourri une... Enfin, moi, j'étais à Lesbos, où bon, il y a eu effectivement ce grand élan de solidarité, etc. Bon, avec aussi la propagande que ça entourait. Puis après, quand on parle à des gens dans la rue, oui, bon, ils sont sales, c'est dégueulasse sur nos plages. Mais bon, c'est vrai que mon grand-père, quand il est arrivé, voilà. Et comment c'est vrai que le souvenir de ce déchirement, de cette fuite, a nourri, je pense, un regard quand même très spécifique qu'ont eu les Grecs sur l'afflux des réfugiés ici. Je n'embellis pas, il y a beaucoup de problèmes, Moria c'est une honte, etc. Mais il y a quand même eu au niveau de la société une espèce de reconnaissance, enfin chacun se reconnaissait un petit peu dans la famille qui arrivait, dépenaillée, qui sautait du bateau. Et ça, je crois que c'est bien de le noter, parce que c'est, par exemple, par rapport à la France, c'est quand même nettement mieux.
et comment voilà, il y a cette espèce de continuité historique sur les mêmes lieux aussi. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à l'aspect littéraire du livre. Il y a aussi, à mon avis, une continuité au niveau littéraire. Didoso Tiriou et les gens de cette époque, comme je pense que Mirivilis et Vénésis, surtout Vénésis, pour nous, Grecs, en tout cas, quand on ouvre ces livres-là, ça nous ramène tout de suite aux contes grecs, aux contes qu'on nous racontait quand on était enfant. Il y a un don de conteur que ces gens et cette génération ont eu, qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, je pense. Et ce qu'on apprécie aussi, je veux dire, pas seulement le sujet, pas seulement l'histoire, mais aussi ce don de raconteurs et de conteurs qui, pour nous comment dire, on est bercé de ça depuis notre tendre enfance. Pardon. Justement, quand on m'a donné on m'a renvoyé le manuscrit pour le lire en vue de la réédition, j'étais prête déjà avec mon crayon à la main à raturer, à biffer, à sursauter à des fautes que j'aurais faites. Et je me suis rendu compte qu'alors que je le connaissais quand même plutôt bien, ce livre, pour l'avoir fréquenté pendant des mois, j'ai été emportée complètement par le récit. J'en ai complètement oublié la raison pour laquelle je le relisais. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait, c'est vraiment cette voix qui... Oui, il y a une autre dimension aussi qui est très forte dans ce livre, mais également dans tout ce qui nous a interpellés par rapport à cette ère de sang. C'est que dans les années 60-70, il y avait les derniers survivants de cette histoire, qui étaient autant de mémoires qui, on savait, allaient disparaître. Et ça a exercé une grande fascination et également beaucoup d'émotion de savoir que ces mémoires allaient se perdre. Je me souviens d'un reportage qui a eu lieu à peu près dans ces années-là, non, c'était après 70, c'était dans les années 80, sur ces Turcs crétois qui avaient été échangés et qui étaient à Smyrne. Pendant toute leur vie, ils ont continué à parler grec. Ils ne parlaient pas crétois, turc. Ils se sont toujours... ils étaient interviewés là, ils accueillaient une mission, enfin quelques Grecs qui étaient justement des grands Grecs qui étaient partis de Smyrne. Et c'était très émouvant de voir le déracinement des deux, l'attachement que finalement ils avaient pour leur terre d'origine, mais également dans leur malheur, ils étaient très proches. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voudrais vous remercier pour cette présentation et vous remercier tous et vous inviter à boire un verre de vin avec nous.